Ce soir à l'émission, Objectif 2099, une capsule temporelle est inaugurée à Sainte-Thérèse. Donc, on a un catalogue de la collection municipale, tous les artistes, tous les œuvres. Et une journée internationale du recyclage sous le signe du réemploi. On prend quasiment tout. En entrevue, on parle de la saison des nids de poules avec David Marcil de CAA Québec. Le gouvernement et la municipalité, par la loi, ne peuvent pas être tenus responsables. Je m'entretiens également avec le professeur Éric Chouaquette à propos d'un projet de recherche sur les aspects négligés de la santé et des droits sexuels et reproductifs au Burkina Faso. On a vu qu'il y a une très grande inégalité dans l'accès aux soins et dans l'acquisition des ressources en santé. Enfin, Caroline Dionne nous rappelle que 5 ans plus tard, la COVID est toujours là. Mais le docteur Luc Boileau dit que le plan national intégré de préparation à une pandémie de type viral a été préparé. Bienvenue à Accès local. Mardi 18 mars 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a une capsule temporelle qui a été inaugurée la semaine dernière à Sainte-Thérèse et qui ne pourra être ouverte qu'en 2099. Vous étiez sur place pour l'occasion. Oui Claude, une petite cérémonie a eu lieu avant la fermeture de cette capsule temporelle qui est maintenant emmurée dans le foyer de la bibliothèque de Sainte-Thérèse. C'est donc la municipalité de Sainte-Thérèse qui a lancé cette initiative pour que les Thérésiens et Thérésiennes du futur de 2099 aient un aperçu de la ville 75 ans auparavant. La ville a décidé de miser sur des souvenirs des festivités du 175e qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, plusieurs photographies qui ont été placées dans la capsule temporelle, des photos des célébrations du 175e, une photo du conseil municipal actuel et des murales de la ville. Il y a aussi le toutou mascotte du 175e anniversaire de Sainte-Thérèse qui a été mis, ainsi que des mots des citoyens. Madame Lise Thériault, qui est chef des projets spéciaux et des politiques citoyennes à la ville de Sainte-Thérèse, nous donne d'autres exemples de ce qui se trouve dans cette capsule. Donc, on a un catalogue de la collection municipale, tous les artistes, tous les œuvres. On a des épinglettes, on a une clé USB avec différents supports numériques. Et il y a des jeunes citoyens qui ont aussi été impliqués là, dans ce projet-là. Oui, une classe de 5e année de l'école Trait d'Union a écrit une lettre aux Thérésiens et Thérésiennes du futur, peut-être à eux-mêmes dans 75 ans. Ils ont écrit ce qu'ils préféraient de leur ville en ce moment et ce qu'ils souhaitaient pour le futur. C'était assez varié. Certains souhaitaient que plus de personnes payent de taxes et d'autres que plus personne n'en paye, qu'il y ait un stade de baseball à Sainte-Thérèse, un circuit de voitures volantes aussi, que tout le monde ait une villa et que Sainte-Thérèse soit une capitale. Donc, ça fait partie de ces vœux que les élèves avaient pour le futur de leur ville. Voici ce que Fadi, élève de 5e année à l'école du Trait d'Union, souhaitait pour sa part. Que la ville soit encore meilleure qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore plus d'activités. Et Clara, le maire Christian Charron a aussi écrit une lettre pour les citoyens du futur. Oui, il a partagé dans sa lettre 6 préoccupations du moment, soit les enjeux d'itinérance, les problèmes occasionnés par les inondations de l'été dernier. Il parle donc aussi des enjeux environnementaux et de la situation actuelle tendue avec les États-Unis. Pour ce qui est de ses espérances pour le futur, il souhaite que Sainte-Thérèse arrive à se redéfinir avec une identité propre. On peut l'écouter. En 1938, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, tout le trafic automobile passait par le village de Sainte-Thérèse. Donc, évidemment, c'est un village qui était très dynamique sur le plan commercial. En 1938, on ouvre le boulevard Labelle entre Sainte-Rose et la Côte-Saint-Louis. Donc, tout le trafic, maintenant, passe désormais par le boulevard Curie-Labelle. Puis, à partir de ce moment-là, ça fait quand même depuis ce temps-là que le village essaie de se réinventer. Il y a eu différentes tentatives, tout ça. Puis ça fait longtemps quand même, on est encore un peu dans cet exercice-là. Donc, j'espère que, dans le fond, on va retrouver la bonne formule. Sauf erreur, Clara, c'est pas la première fois qu'on retrouve une capsule temporelle à Sainte-Thérèse. Tout à fait. Une capsule des années 1950 a été retrouvée dans l'aréna du collège Lionel-Groulx lors de sa démolition en 2018. Donc, différents objets et documents de l'époque qui ont été retrouvés. Il est maintenant possible de les observer au musée régional de Thérèse de Blainville. Est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières pour assurer une bonne conservation là, des objets, des photos qui ont été placées dans la capsule? Oui, la Ville a consulté les archivistes de la Grande Bibliothèque pour savoir comment bien
garder en état le contenu de la capsule temporelle dans la bibliothèque durant toutes ces années. Des sachets de silice ont donc été mis dans le coffret pour combattre l'humidité et les lettres et les mots des citoyens ont été écrits avec un crayon qui résiste le mieux au passage du temps. Donc, l'invitation est déjà lancée pour le 1er juin 2099, donc au 250e de la ville de Sainte-Thérèse pour l'ouverture de cette capsule. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de recyclage, mais surtout de réemploi. À plus tard, Claude. La mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, Julie Boivin, confirme son intention de solliciter un deuxième mandat auprès de ses concitoyens. Le parti Vision Action de Sainte-Anne-des-Plaines compte 7 élus, dont 5 qui souhaitent briguer un autre mandat, soit Mme Boivin elle-même, Véronique Barry, Pierre Bertillaume, Marc-Olivier Leblanc et Kevin Renière. 2 candidats natifs de Sainte-Anne-des-Plaines s'ajoutent à l'équipe, soit Alain Blouin, policier à la retraite, et José Rivard, entrepreneur. Les élections municipales auront lieu le 2 novembre prochain. Le Conseil de la MRC de Thérèse de Blainville a adopté à l'unanimité une résolution qui exprime son opposition à la volonté du gouvernement du Québec d'exproprier des terres protégées à Blainville au profit de l'entreprise Stablex, filiale d'une multinationale américaine. La MRC juge que cette action gouvernementale bafoue le principe d'autonomie municipale reconnu par le gouvernement du Québec et qui permet à chaque municipalité d'aménager et de développer son territoire selon ses propres enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Le passage des saisons affecte la qualité de nos routes et peut causer certains désagréments aux automobilistes. Combien de pneus finissent bêtement leur vie dans l'un de ces nids de poules qui font leur apparition au printemps? Existe-t-il des recours? On va poser la question à David Marcil, porte-parole de CAA Québec pour la région de Montréal. Monsieur Marcil, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va voir que la réponse, c'est oui et non, mais on va d'abord faire un état des lieux. Vous signalez que vos services d'assistance routière sont plus que jamais sollicités pour des crevaisons en ce moment. Oui, exactement. Donc, quand on compare nos chiffres cette année de services d'assistance pour des crevaisons comparativement à l'an dernier, à la même date, on a une augmentation de 40% de demandes de dépannage pour des crevaisons. On peut justement penser qu'ils sont attribuables au nid de poule. Oui. Ce n'est pas une raison directe, mais c'est fort probable que ça l'est parce que suffit qu'on prenne le volant un peu pour voir un peu justement l'état des routes cette année qui est assez problématique en cette saison de nid de poule. Donc 40%, donc c'est énorme. Donc on doit en déduire que les routes sont dans un pire état que l'année dernière à pareille date. Là. Exactement, c'est ce qu'on peut en déduire et malheureusement, ça coûte cher aux gens. Donc nous, oui, on va les dépanner avec le grand sourire et on va changer leurs pneus, on va les remorquer jusqu'à un garage, mais ça coûte cher parce que les dommages qui sont encourus aux pneus ou aux éléments de la suspension par la loi ne peuvent être... le gouvernement et la municipalité par la loi ne peuvent pas être tenus responsables à ces dommages-là. OK. Bon, on peut quand même demander des dédommagements à certaines conditions, là. Exactement. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Si on a endommagé notre véhicule dans un nid de poule à Montréal et que le dommage n'est pas lié au pneu ou n'est pas lié à la suspension, on a 15 jours pour faire notre demande de réclamation. C'est un formulaire qu'on remplit en ligne. Ouais. Si on endommage notre véhicule sur une autoroute, donc le réseau routier qui appartient au gouvernement, on a plus de temps, on a 3 ans, mais c'est difficile aussi de soumettre le document et d'avoir la preuve nécessaire si on le fait 2 ans plus tard, parce que le nid de poule sera peut-être même plus là. Faut savoir aussi que on peut toujours poursuivre la ville pour les dommages justement à la cour des petites créances pour en bas de 15 000 $ si on veut avoir une réclamation pour les pneus et les éléments de la suspension. Par contre, c'est un processus qui demande beaucoup de temps parce qu'on doit avoir un élément de preuve très fort. On doit avoir, par exemple, un rapport du mécanicien, les diamètres du nid de poule, la profondeur, des témoignages peut-être aussi de commerces qui sont à proximité parce que l'objectif, c'est de venir prouver qu'il y avait eu une négligence de la part du gouvernement ou de la ville. Donc, elle était au courant qu'il y avait un nid de poule, mais qu'elle n'a rien fait. OK. Mais comment on peut le démontrer, ça, que l'autorité concernée avait été avisée de la présence d'un nid de poule et comment démontrer la négligence?
En fait, c'est justement là, d'avoir tous les éléments de preuve nécessaires, et c'est pour ça que je dis que c'est très difficile, parce que le fardeau de la preuve est vraiment dans les mains de l'automobiliste. Comment prouver qu'elle était au courant? C'est la grande question. On peut avoir accès au nid de poule qui avait été rapporté, par exemple, au 311, mais c'est très difficile. C'est beaucoup de preuves à soumettre, et c'est pour ça que dans bien des cas, c'est pas accepté. C'est aussi un processus qui demande beaucoup de temps, et à la municipalité, on a seulement 2 semaines pour justement tout rassembler ces éléments de preuve-là. Donc, c'est très difficile. Et les signalements, si je comprends bien, ils sont répertoriés. Là. Ils ont au moins une référence, là, si on veut l'inclure dans le dossier. Est-ce que, bon, évidemment, vous l'avez bien démontré, ça implique des démarches qui pourraient en décourager plusieurs. Faut vraiment vouloir, d'après ce que je comprends. Est-ce que les dommages dont on parle, qui sont causés par le mauvais état des routes, sont tout de même couverts par nos assurances? Oui, bien sûr, mais on ne recommande pas de faire appel à ces assurances pour des dommages qui sont causés au nid de poule, tout simplement parce que, en fait, bon, tout ce qui est en bas de 1 000 $, on conseille de le payer directement de notre poche, parce que ça vaut pas la peine d'avoir une tâche à son dossier pour ça. Ça vaut pas la hausse des primes qui vont s'en suivre pendant les prochaines années, parce qu'on va finir par la payer beaucoup plus cher finalement, notre réclamation. Donc, c'est assez malheureux, c'est frustrant, je concède, d'endommager son véhicule, de devoir payer de la poche directement. Surtout sachant qu'une roue en alliage, c'est peut-être 600 $ environ. Oui. Donc, ça monte très vite. OK. Donc, finalement, ce que je comprends, pour faire un vilain jeu de mots, il faut prendre son trou quand ça nous arrive. Écoutez, en terminant, je signale qu'on peut trouver des exemples de décisions qui ont été rendues en faveur des automobilistes sur le site de la Société québécoise d'information juridique. On peut aller aussi butiner toutes sortes d'informations sur le site de CAA Québec. David Marcil, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Ça me fait plaisir. Merci. Le Cégep de Saint-Jérôme invite la population à la Semaine de la recherche 2025 qui se tient actuellement et jusqu'au 21 mars. Sous le thème « La recherche dans les Laurentides », cet événement met en lumière des projets menés par des chercheuses et chercheurs du Cégep et de l'Université du Québec en Outaouais. Plusieurs activités sont à l'horaire, comme des conférences, des tables rondes, des webinaires et des expositions. Il est possible d'y assister en présentiel comme en ligne. Romane Frédéric Gay, étudiante au Collège Lionel Groulx, a été sélectionnée par le jury pour représenter la région à la finale nationale de la 46e édition de Cégep en spectacle qui se tiendra le samedi 26 avril à Valleyfield. La jeune artiste accède à l'étape finale grâce à sa performance en chant et en théâtre lors de la finale régionale du Centre-Ouest, tenue le 15 mars dernier au Théâtre des Muses de la Maison des Arts de Laval. En plus d'accéder à la finale nationale du concours, elle a reçu une bourse de 750 $ offerte par le réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. On va parler santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, il y a 5 ans, l'OMS nous déclarait que la COVID-19 était officiellement une pandémie. Le gouvernement du Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire et annonçait un premier confinement. On en est où avec le virus? Qu'est-ce qu'on a appris de cette pandémie? Est-ce que la COVID circule toujours? Oui, en fait, l'OMS a déclaré en mai 2023 que la COVID-19, ce n'était plus une urgence de santé publique de portée internationale. Le virus circule toujours, entraîne des décès, mais à un niveau acceptable. Le virus évolue aussi, donc on continue de le suivre. Et au Québec, les plus récentes données, ça date de la semaine du 2 au 8 mars. Et on avait 498 nouveaux cas et 10 nouveaux décès. Donc, il y en a encore de la COVID. Et ça me permet de rappeler que le vaccin contre la COVID-19 est disponible. Il est gratuit pour toute la population, mais on le recommande particulièrement aux personnes qui ont un risque plus élevé de complications, d'hospitalisation ou de décès. Donc, les personnes qui sont en CHSLD ou en RPA, les personnes de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou dialysées, les personnes avec une maladie chronique, les femmes enceintes. Et on recommande aussi le vaccin aux personnes qui vivent avec ces personnes-là sous un même toit, leurs proches aidants. Aussi, les personnes qui ont un bébé de 6 mois et moins devraient se faire vacciner parce que les bébés ne peuvent pas être vaccinés à cet âge-là. Et les personnes aussi qui vivent dans des communautés éloignées et isolées devraient se faire vacciner contre la COVID. Et les travailleurs de la santé aussi.
D'accord. Donc, quand même, il y a comme plusieurs personnes là, qui... Quelles sont les conséquences négatives de la pandémie qu'on ressent encore aujourd'hui? Oui, selon les experts du milieu de la santé, il y a une fatigue vaccinale. Oui. Et donc, ça s'est installé depuis le début de la pandémie. Donc, il y a un relâchement vraiment de la vaccination. C'est pourquoi on voit des maladies comme la rougeole ressurgir. Oui. Hein, il y a eu vraiment une baisse de la couverture vaccinale. Et il y a un mouvement aussi anti-vaccin qui est toujours là, marginal, mais très vocal. Il y a aussi le problème de la mésinformation qui est plus présente et ça va menacer les politiques de santé publique aussi. Et si on faisait face à une autre pandémie, les experts croient qu'il va être très difficile de faire adhérer les gens aux mesures sanitaires qu'on avait en place pendant la pandémie. Les gens sont tannés d'entendre parler de virus. Oui, et à contrario, qu'est-ce qui va mieux? Bien, la presse a publié un dossier au début du mois et on apprend quand même qu'il y a des choses qui vont mieux. Il y a 7 des 18 recommandations de la coroner Jeanne Kamel en lien avec les décès dans les CHSLD qui ont été mises en place. Aussi, dans les CIS et les CIUS, on a une moyenne de 2 à 3 recommandations sur 4 qui ont été appliquées ou qui sont en voie de l'être. On compte plus d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD par rapport au début de la pandémie. Aussi, l'approvisionnement en équipement de protection, là, on en a acheté pour 10 ans. OK, pour tout le monde. Fait qu'on en a en masse. On maîtrise mieux aussi les techniques de prévention et de contrôle des infections. Et on a plus d'infirmières qui sont spécialisées là-dedans, globalement au Québec, depuis mars 2020, aussi dans les établissements de santé. Le personnel des établissements de santé a aussi appris à fermer des zones rapidement et avec efficacité pour isoler les patients. Et finalement, on a mis en place des tableaux de bord et donc le gouvernement et la population peuvent suivre les données du réseau de la santé en temps réel. Est-ce que, Caroline, tout ça nous permet de penser que le Québec serait prêt à affronter une autre pandémie? Bien, selon le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, lui dit qu'on est prêt. Et je cite, les établissements de santé ne partent pas de rien, tout le monde a des capacités établies pour faire face à une pandémie. Mais sur le terrain, c'est pas clair comme ça, c'est mitigé. On dit que, oui, on est prêt davantage, mais il y a encore du chemin à faire. Le réseau de la santé est déjà à bout de souffle, juste avec l'influenza. On manque toujours de personnel. Les CHSLD, oui, sont vétustes, mal ventilés. Il y a encore beaucoup de chambres à 2 personnes ou plus. Et ça, c'est pas très bon en cas d'éclosion. Le Québec n'a toujours pas un système informatique de gestion de l'équipement de protection individuelle. On connaît combien il y en a dans la réserve, mais on ne sait pas dans les établissements de santé, on en a combien d'équipements de protection. Toujours pas de bilan de la dernière crise sanitaire. On n'a pas fait de comité permanent de préparation aux pandémies. Mais le Dr Luc Boileau dit que le plan national intégré de préparation à une pandémie de type viral a été préparé. Il reste à le finaliser. Il faut le raffiner pour bien l'arrimer avec la nouvelle Agence Santé Québec. Actuellement, Caroline, quels sont les virus qui sont sous surveillance au Québec? Oui, parce que le ministère de la Santé suit toujours l'évolution des virus qui circulent dans le monde et des mutations qui pourraient faire que le virus pourrait se transmettre de l'animal à l'homme pour se préparer. Donc, en ce moment, on surveille quoi? Un syndrome respiratoire aigu sévère en provenance de la Chine, encore une fois, qui originerait des chauves-souris. Et également la grippe aviaire qui circule beaucoup aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données sur la grippe aviaire parce que le gouvernement, l'administration Trump nous partage pas grand-chose finalement. Et on dit que ce serait un très bon candidat pour une prochaine pandémie si ça se transmettait entre les humains. Imaginez-vous. Et le Canada même a commandé des vaccins. On attend 500 000 doses de vaccins contre le H5N1, qui est la grippe aviaire. Oui. On veut protéger les personnes à risque. Donc, on est déjà rendu là. On pense déjà au futur. Bien, merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Économiste de la santé et professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, Éric Chouaquette participera bientôt à un projet de recherche et à des travaux sur les aspects négligés de la santé et des droits sexuels et reproductifs au Burkina Faso. Il est avec nous pour en parler. Monsieur Chouaquette, bonsoir. Bonsoir, Claude. Avec votre collègue Drissa Sia, qui enseigne dans le même département que vous, vous avez obtenu une subvention de 1,2 million de dollars pour mener ces recherches et ces travaux. Expliquez-nous d'abord de quoi il est question quand on parle de droits sexuels et reproductifs. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. La première chose, je voulais dire, je tiens à remercier déjà le CRDI en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada et Affaires mondiales Canada aussi, qui nous a permis d'avoir un financement comme celui-là parmi les différents projets de recherche. C'est un projet très compétitif.
Le but de notre projet, c'est vraiment mieux intégrer les aspects négligés de la santé sexuelle et droits reproductifs dans la définition des programmes des politiques. Donc, ça veut dire que on souhaite, dans notre projet, qu'on prenne en compte les besoins des populations vulnérables, notamment les populations migrantes et déplacées, internes dans le cadre c'est un contexte particulier. Là. C'est un contexte. Comprendre le contexte. Oui, c'est un contexte particulier, mais c'est un contexte aussi qui peut être très, très adapté au contexte avec les déplacements, la migration, même au Québec. Mais si je prends le cas du Burkina Faso, avec les études, avec les problèmes de déplacement, de sécurité, d'insécurité, de terrorisme, si on peut dire, il y a une grande vague de déplacement des populations qui quittent des zones rurales vers des zones urbaines et qui viennent malheureusement s'installer dans des endroits ou des quartiers informels qu'on appelle des quartiers non lotis. Et ça crée donc un boulot d'étranglement de la population. Et dites-vous, lorsqu'on a des adolescentes et des femmes qui sont aux prises à un problème, qui sont peut-être en situation de grossesse, les systèmes de santé et même la population n'absorbent pas facilement ces femmes-là, donc c'est pas adapté. Alors, ce qu'on souhaite dans le cadre du projet, et à travers les études que nous avons déjà réalisées, dont l'un qui avait été aussi financé par le CRDI, c'est vraiment on a eu des évidences qui nous montraient que ces femmes, la situation, les professionnels de la santé, les gestionnaires ne connaissaient pas très bien la situation de ces femmes-là. Donc, la connaissance et la pratique même professionnelle et l'attitude même des populations qui les accueillent par rapport à leur vulnérabilité n'était pas prise en compte. Dans le cadre du projet, on souhaite donc développer des stratégies à travers une intervention ça peut être des stratégies au niveau éducatif, des stratégies au niveau communautaire et même aussi au niveau politique pour être en mesure de mieux comprendre la situation et effectivement mieux adresser cette problématique-là. Dans la description qu'on fait du projet, il est mentionné que l'un des objectifs, c'est de lever les barrières liées au genre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de genre ici, c'est très vaste. C'est-à-dire, ça va au-delà de homme-femme, c'est vraiment toute cette diversité de population qui arrive. Donc, le genre est pris en compte vraiment dans un aspect plus global, où même ces populations qui sont migrantes et déplacées ont des problématiques particulières. Donc, c'est un genre particulier de personnes. Et là, on a des femmes, donc des adolescentes et des femmes. Généralement, les adolescents, on peut dire dans ce contexte de 10 à 19 ans, on a des femmes enceintes, des jeunes filles qui sont enceintes. Donc, le genre, c'est de prendre vraiment cet aspect de façon globale, toute cette diversité de population, et essayer de voir quels sont leurs besoins réels. Parce que ce qu'on fait, on a vu qu'il y a une très grande inégalité dans l'accès aux soins et dans l'acquisition des ressources en santé, notamment lorsqu'on compare cette population particulière avec des populations générales. Et quels sont les impacts de l'absence ou de la rareté des soins pour ces femmes et ces adolescents? Ah, OK. Déjà, comme je disais, par rapport aux inégalités, là, on voit que c'est une très grande... Cette population souffre vraiment en termes de suivi de grossesse. Et peut-être je vais revenir un peu sur un aspect qui est important. Quand on parle des aspects négligés, c'est vraiment tout ce qui est le suivi dans la planification familiale, par exemple, le suivi de grossesse. Et ces populations sont victimes de violences aussi basées sur le genre. Donc, ces violences-là, il faut mieux prendre en compte ces problèmes de violence et surtout mettre en place des services pour soutenir ces femmes dans une situation de violence et développer des plaidoyers autour de ça. Et même aussi, on voit de plus en plus que parfois, il y a certaines parmi elles qui sont obligées d'avorter, peut-être parce que il y a eu des relations sexuelles non consenties venant des partenaires, soit peut-être en situation de guerre. Et il y a des services il faudrait mettre en place et réfléchir comment les accompagner dans une situation comme celui-là. Donc, pour revenir à ce point, le but donc de l'étude, c'est vraiment de regarder clairement avec tous ces aspects, qu'on appelle des aspects négligés, sur une population qui est très mal desservie, donc qui n'est pas pris en compte généralement dans les politiques. Et ça va faire en sorte que notre recherche va tenir compte de venir réduire ces inégalités et réduire les problèmes de vulnérabilité. Je vous souhaite tout le succès escompté, non seulement pour votre équipe, mais pour les femmes et les adolescentes que ça concerne. Éric Chouaquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.
On est de retour avec Clara Matéjonet. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage et pour l'occasion, vous êtes allé visiter l'éco-centre régional de Saint-Jérôme. Oui, Claude, une journée du recyclage sous le signe du réemploi. Vous découvrirez ça dans notre reportage de ce soir, mais c'est le mot d'ordre maintenant à l'éco-centre de Saint-Jérôme. Avant de recycler, on essaye de réutiliser. Le polystyrène d'alimentation puis le polystyrène de protection. Mais on récupère aussi le polystyrène de construction. Un éco-centre, originalement, ça a été fait dans la suite de la gestion des matières résiduelles pour faire la collecte des peintures, ces choses-là. Qu'est-ce qui ne rentrait pas dans le bac bleu, dans nos déchets ou au bac brun compost? Il fallait mettre les choses au bon endroit. On a créé les éco-centres pour ramasser la peinture, les fluorescents, les batteries, etc. Et après ça, c'est venu avec les matériaux de construction, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les CRD. On prend quasiment tout. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'amener le citoyen à dire « fais un transport et amène toutes tes matières ». Premier poste d'arrêt pour les gens qui viennent faire des dépôts à l'éco-centre à Mercier-Rivière-du-Nord, on mise sur le réemploi. Alors, tous les gens qui arrivent, la personne à la guérite leur demande « est-ce que vous avez des choses qui sont en bon état qu'on pourrait réemployer? » Et c'est le premier arrêt ici en débutant. C'est de philosophie, il faut réemployer le plus. Je vais te dire, l'année passée, notre pourcentage de réemploi a baissé parce qu'on a eu plus de déchets à cause des inondations. Mais chose certaine, on est en progression constante. Toutes les années, on augmente notre tonnage de réemploi. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est la valeur par rapport aux déchets. Quand on dit les déchets, dans la municipalité, c'est environ 150 $ la tonne. Et le réemploi, on parle de 2000 à 2200 $ la tonne. On les appelle nos valoristes. Ceux qui sont ici à la réception des marchandises, c'est pour assister les gens pour mettre la matière au bon endroit et s'assurer s'il y a quelque chose qui est bon, qu'on puisse le sortir pour faire du réemploi. Alors, c'est comme le gardien de but, la dernière chance à une matière, si on peut la récupérer pour faire du réemploi, pas juste du recyclage ou de la valorisation. Notre taux de réussite pour nos contenants chez nous, c'est qu'on n'a pas de rejet. On n'a aucun fournisseur qui nous dit « Hey, votre matière n'est pas bonne, je la retourne. » Admettons, s'il y a du bois avec du métal, bien, c'est grâce à ces gars-là qui font un bon travail de bien guider les gens puis de s'assurer qu'il y ait la bonne matière dans le bon contenant. Une des problématiques qu'on a aux éco-centres avec les produits domestiques dangereux, c'est que les gens nous emmènent n'importe quoi et on a l'obligation de tout prendre. Ça va bien quand une peinture est identifiée dans un baril d'origine, c'est idéal. Mais quand ça nous est amené comme ça, le contenant n'est pas approprié, première chose. Deuxièmement, il n'est pas identifié. Et vu qu'il n'y a pas ces informations-là dessus, quand les gens vont le recycler, ça coûte une fortune. Et si je vous dis que ça coûte une fortune pour ces matières-là, bien, ça va sur le compte de taxes des citoyens pour la gestion des matières résiduelles. L'année passée, juste pour Saint-Jérôme, c'est une augmentation de 250 000 $ du budget prévu. Parce que les coûts n'arrêtent pas d'augmenter, les gens participent bien, c'est parfait, mais on ne le fait pas bien. C'est quelque chose à faire. Alors, si vous nous amenez un contenant, prenez-le qu'il soit fermé hermétiquement, pas ce type-là, et mettez-nous au moins qu'est-ce qu'il y a dessus qu'on puisse savoir. On a une fierté à l'éco-centre MRC Rivière-du-Nord, c'est la récupération des bancs d'auto. Comment que ça a commencé? C'est que on voyait les gens jeter des bancs qui sont en bon état, mais il y a des dates d'expiration dessus. Au niveau de la loi, on ne pouvait pas faire du réemploi avec. Mais quand on voit le matériel qu'il y a là-dedans, le plastique, le métal, le tissu, le styromousse, on s'est dit pourquoi qu'on les démantèle pas. Fait que maintenant, on a créé des programmes d'insertion où est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui les défont et on récupère plastique, métal, tout de ce côté-là. Et on encourage tous les éco-centres à les prendre parce qu'on offre le service de ramasser pour nous les démanteler ici. Ici, c'est mon petit coup de cœur que je peux te dire. On regarde, c'est des livres. C'est une bibliothèque qu'on a installée sur la mezzanine dans un espace parce que c'est une citoyenne qui avait créé le programme des livres Madame Geneviève en partant de dire « Qu'est-ce que vous faites avec vos vieux livres qu'on a ici? » Là, on a des exemples. On essaie de les vendre, mais quand il y en a trop, on les envoie au recyclage. Et elle est venue, elle disait « Est-ce que je pourrais les prendre puis les offrir à des professeurs? Je fais de la surveillance de classe. » Oui, tant qu'aller au recyclage, où est-ce qu'on va payer pour? On sait que nos professeurs ou les écoles ou le domaine scolaire, on n'a pas d'argent, on a besoin de livres, nous on en a trop, on les jette. L'équation se faisait assez vite, oui. Et elle a parti le programme avec des écoles de Saint-Jérôme. Ça a fonctionné. Les professeurs viennent ici, viennent choisir des livres. Et là, on l'étend à tous les professeurs qui viennent, qui ont besoin de livres pour leur classe, pour leur garderie ou quoi que ce soit, c'est fourni. On parle avec d'autres gens, on communique le projet. Ces bibliothèques-là sont super belles. Bien, c'est l'Université de Montréal qui nous dit « Hey, est-ce que vous êtes intéressé à voir nos bibliothèques qui sont propres pour le réemploi? »
Oui. Et c'est là que ça fait boule de neige quand on parle quelque chose, de dire au niveau du réemploi, on vient de créer de l'économie circulaire, bien simple. Au niveau social, on aide les autres gens. Il y a tellement à faire avec l'environnement. C'est fantastique. Voilà, Claude. Donc, ce n'est pas tous les écocentres qui ont une boutique. Il faut se renseigner sur les spécificités de l'écocentre le plus proche de chez soi. Certains prennent les résidus verts, ce qui n'est pas le cas de l'écocentre de Saint-Jérôme. Les prix changent aussi parce qu'il faut parfois débourser si on dépose de grandes quantités de résidus de construction, de rénovation et de démolition. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. C'est une toute nouvelle proposition à TVBL. Alors, bonne écoute et bonne soirée.